Bonjour encore une fois. Très sympa de vous joindre à nous ce matin avec SAP pour vous présenter les top innovations Webby à travers les services PAC de la BI 4.2. Comme d'habitude, j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Pascal Gaulin, qui est le produit expert Web Intelligence chez SAP, et aussi, bien sûr, Grégory Botticcio, qui est le Product Manager Web Intelligence, aussi chez SAP. Bonjour, monsieur. Bonjour, nous étions sur mute. Excuse-nous, Vous Patrick. étiez sur mute, effectivement. Bonjour, Grégory. Pascal, tu es toujours sur mute. Bonjour à toi. Voilà, avant de commencer, comme d'habitude, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous communiquer. Tout en bas de l'interface GoToWebinar, vous allez voir, il y a une partie pour les questions. On va essayer d'y répondre à la fin de la présentation. Aussi, ce webinaire, il est enregistré. Nous vous enverrons un email, un petit email pour vous remercier de vous joindre à nous avec un lien pour le partager avec vos collègues si nécessaire. Et puis aussi, il y aura un tout petit questionnaire à la fin pour nous communiquer vos feedbacks, ce qui a bien marché, ce qu'on pourrait faire de mieux dans le futur. Donc, voilà. Avant de présenter, on aimerait bien savoir quelle version de Business Objects vous utilisez aujourd'hui, un peu pour nous situer avec l'audience qu'on a ce matin. Certains d'entre vous, j'imagine, seront surtout en 4.2, mais bon, peut-être d'autres en 4.1 ou peut-être même avant 3.1, j'ose dire 4.0. Je vais juste attendre quelques petites secondes. Je vois que presque tout le monde a répondu. Voilà, je vais fermer le sondage. Voilà, donc si je vous le partage, à l'écran, vous voyez que la plupart d'entre vous, effectivement, en 4.2, je suis content de voir en SP7 en plus, surtout, c'est bien, et quelques personnes en 4.1. Donc voilà, bon, écoutez, merci. OK, donc aujourd'hui, comme je le disais, on parle des innovations dans tous les services PAC de la 4.2, donc depuis Service PAC 2 jusqu'à aujourd'hui, Service PAC 7. Donc, Pascal et Grégory vont présenter ces nouvelles fonctionnalités, non pas par Service PAC, mais plutôt par thème, mais ils vont bien introduire quelles fonctionnalités provenaient de quel service PAC. Donc voilà, donc tout ça ici sera couvert ce matin par thème. Donc, Pascal, je vais te mettre présentateur. Voilà, c'est fait. Et on voit ton écran, c'est super. Je vais cacher ce petit panneau. Bonjour à tous. Oui, donc on va commencer cette présentation avec les visualisations qui ont été les nouvelles visualisations introduites donc en 4.2 et tout d'abord tout ce qui concerne la cartographie. En 4.2, nous avons introduit 3 types de cartographie, de géomap, comme on les appelle en interne. La première, qui est bien connue, mais qui a un nom un peu compliqué, ce sont les choropleth, où on dessine, où on colorie plutôt les pays ou les régions choisies en fonction de la valeur de la mesure. L'autre, ce sont des camemberts sur les régions sélectionnées. Voilà, donc ce qu'on appelle des géopailles. Donc là, cette fois, qui utilisent les latitudes, longitudes des centroïdes sur des régions concernées. Et le dernier, c'est tout simplement des bubbles sur donc des bulles dont la taille varie selon la mesure qui est utilisée. Donc ici sur des villes, par exemple. Alors,
Des choses à savoir à propos des géomaps, hein. Donc, je vais basculer en design pour ça. Alors, tout d'abord, comment ça fonctionne? Les géomaps, très simplement, on passe par une interface qui permet de géocoder en fait la donnée de l'utilisateur. Alors, soit par nom, et dans ce cas, donc on a une boîte de dialogue dédiée pour ça, dans lequel on choisit le niveau de la géographie que l'on a sélectionnée. Donc on offre 4 niveaux dans Webi, le niveau pays, région, sous-région et ville. Donc en ce qui concerne la France, typiquement, le niveau région, c'est les régions françaises, et les sous-régions, ce sont les départements. Voilà. Et donc, grâce à cette interface, donc le Web Intelligence retrouve automatiquement donc les pays avec un taux de réussite qui est affiché ici. Alors, il y a parfois pour certaines villes ou certaines régions des hésitations, enfin pas des hésitations, mais un taux de réussite qui n'est pas forcément de 100%, et auquel cas Web Intelligence peut proposer d'autres villes. Alors je vois par exemple Mexico City, là 60%, voilà, typiquement Mexico. Il existe plusieurs villes qui s'appellent Mexico dans le monde, donc aux États-Unis il y en a plusieurs, il y en a apparemment aux Philippines, et il y a bien sûr au Mexique. Donc voilà comment ça se passe. L'autre façon de géocoder, alors c'est avec par latitude, longitude. Et donc là, on va chercher dans les données de l'utilisateur 2 colonnes qui correspondent aux latitudes et longitudes des régions qui font partie des données de l'utilisateur. D'autres choses à savoir, ici, comme vous pouvez le voir, le géocodage s'est fait sur un objet qui a été fusionné. Ça peut très bien fonctionner avec un objet fusionné. En l'occurrence ici, si on bascule par requête, j'ai fusionné moi une première requête qui venait d'un univers avec une deuxième dans lequel un tableau Excel, dans lequel j'avais mes latitudes, longitudes de mes régions, voilà, des continents en l'occurrence. Et donc, je me suis servi de ce tableau Excel finalement pour géocoder mes données. Alors, pourquoi le petit triangle ici? Eh bien, c'est tout simplement lorsqu'il y a une donnée qui n'est pas géocodée. Si jamais vous rafraîchissez le document et qu'il y a une nouvelle donnée qui apparaît, ou une sur laquelle le géocodage n'a pas été complété, si je regarde ici par nom, je vais la trouver. Voilà, par exemple la Corée ici. Donc il hésitait entre la Corée du Sud, la Corée du Nord. Donc c'est à moi de choisir. J'ai fait exprès de rien choisir du tout, justement pour vous montrer ce que ça donnait. Donc voilà pour les géomaps, donc qui sont apparus dès le début de la 4.2, en 4.2 SP2. Ensuite, des gauges, en fait. Donc ici, un speedomètre, et puis une gauge linéaire, une autre circulaire. Donc apparu en 4.2 SP4, complètement configurable du point de vue des couleurs, des polices de caractères, même de l'angle ici de la gauge circulaire. On peut jouer avec ça, de la couleur de la petite aiguille ici dans le cas du speedomètre. Concernant le speedomètre, donc on peut aussi configurer le minimum et le maximum. Ce sont si on regarde les données qui sont proposées, ici j'ai proposé moi un maximum, on peut aussi donner un minimum, mais c'est optionnel. Ici pareil, pour ce qui est des gauges, on peut bien évidemment donner la target, si on en a une, ici représentée par cette barre verticale, ici par cette autre barre. Donc là aussi, je peux encore configurer la couleur.
je peux donner de la même façon que pour les speedometers un minimum et un maximum. Alors la particularité du speedometer, c'est qu'on peut choisir des ranges comme ça, comme les autres, et que voilà, donc les ranges, ben, en fait, on peut les configurer. Hein. Donc ici, on a voilà. Donc par exemple en pourcentage, hein, je peux dire que jusqu'à 60% de mon maximum, eh bien je suis dans le rouge entre 60 et 80%. Là par exemple j'ai choisi orange, et puis en 80 et 100 c'est en vert. Enfin bon, ce sont les valeurs par défaut, mais vous pouvez bien évidemment changer tout ça. Donc voilà pour les gauches, donc en K2 SP4. Ensuite, toujours en cas de SP4, donc les tuiles dans lesquelles on représente des KPI. Alors, deux sortes de tuiles, des tuiles toutes simples et d'autres avec la déviation. Donc la déviation, c'est-à-dire la variation en fait de la valeur du KPI par rapport à sa valeur précédente. Donc du coup, ça change un peu la manière d'assigner les données au KPI, puisque là, on doit donner, enfin on doit, c'est optionnel, mais on a la possibilité de donner une valeur précédente, hein, donc l'on récupère dans le document. Et donc on a cette variation représentée par une flèche vers le haut quand ça augmente, ou vers le bas quand ça diminue, bien évidemment. On a aussi dans la tuile avec variation une couleur, la couleur du KPI qui dépend de l'objectif à atteindre. Donc, alors c'est optionnel, hein, on n'est pas obligé de l'utiliser. Donc on a voilà, donc basé encore une fois par défaut sur des pourcentages avec des valeurs donc de 80%, 100%, etc. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut avoir des coins arrondis si on le souhaite, hein, pour les deux. Donc on peut colorier. Alors on a ici, on peut mettre un sous-titre. Là c'est le footer, là l'entête. Et on peut colorier différemment donc chacune de ces zones pour avoir des effets comme ça de couleurs. Dernière visualisation introduite en 4.2, donc un peu plus tard, en 4.2 SP6, donc l'entonnoir, hein, appelé funnel en anglais, et la pyramide, donc qui fonctionne comme l'entonnoir, mais sauf que bon voilà, c'est inversé. Alors pour les deux types de visualisation, on peut ordonner les données, hein, c'est-à-dire que je peux décider d'avoir en haut la valeur. Là, je l'ai mis dans l'ordre de la valeur la plus forte vers la plus faible, mais je peux tout à fait faire l'inverse. Donc, on a une légende qu'on affiche ou pas, des valeurs qu'on peut afficher de manière différente. Donc ici, j'ai mis juste la valeur. Là, j'ai aussi ajouté le pourcentage sur une deuxième ligne et entre parenthèses. Tout ça est configurable. Et puis, la palette de couleurs utilisée aussi, bien évidemment, est configurable. Donc voilà pour ce qui est des visualisations en 4.2, donc apparues successivement en 4.2, SP2, puis SP4 et SP6 pour ces dernières. Alors d'autre part, ce qu'on a introduit en K2, alors de nouvelles capacités d'analyse, hein, dans Web Intelligence, donc et notamment la possibilité de grouper des contrôles d'entrée, des input control, hein, c'est apparu en 4.2 SP3 et ça se présente de cette manière. Donc j'avais ici deux contrôles d'entrée, un basé sur les continents, l'autre sur les villes, et je les ai groupés ensemble. Hein, donc, alors, basculer en design pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ici j'ai une boîte de dialogue dédiée pour faire ça, ou dans la liste des contrôles d'entrée disponibles dans mon document, je choisis ceux que je veux grouper et je donne un nom à ce groupe. Voilà, donc je l'ai appelé géographie. Alors, pourquoi grouper les contrôles d'entrée? Tout simplement parce que ça permet de cascader
les filtres. Par exemple, ici, j'ai seulement l'Asie sélectionnée et en termes de pays, eh bien, il me propose que les pays asiatiques. Si je sélectionne l'Europe, il va me présenter ici dans le deuxième contrôle d'entrée que les pays d'Europe et ainsi de suite. Lorsque les contrôles d'entrée ne sont pas groupés, ils sont indépendants, c'est-à-dire même si je propose ici, je sélectionne ici l'Asie, eh bien j'aurai tous les pays de mes données. Donc voilà, donc ça permet de réduire le scope en fait donc des autres contrôles d'entrée dans le même groupe et ça se fait ainsi voilà dans ce sens-là. Alors je peux sortir un contrôle d'entrée de mon groupe. Bon, là, j'en ai que deux, donc si je le sors, le groupe va disparaître, puisqu'un groupe avec un seul contrôle d'entrée, ça n'a pas de sens. Je peux en ajouter, je peux faire un reset aussi des contrôles. Hein. Si je fais ici un clear donc du filter pass, ce qu'on appelle le filter pass, donc ça me permet, donc là aussi en design, donc ça me permet de réinitialiser tous mes contrôles d'entrée. Là, j'ai à nouveau tous mes continents, tous mes pays, etc. Et là, donc, je peux repartir. Voilà, juste là, sur l'Europe. Je fais un reset, juste l'Amérique du Nord. Voilà, voire même que les États-Unis. Et voilà. Et donc, je fais un reset ici, un reset là, et j'ai à nouveau tout. Voilà pour les groupes d'input control. Une autre fonctionnalité très intéressante, introduite elle aussi en 4.2 SP3, ce sont les cellules de référence. Alors une cellule de référence, ça marche un peu comme dans Excel. Hein, c'est dans une table, quelque part dans mon document, hein, ça peut être n'importe où. Je sélectionne, donc je vais basculer en design pour vous montrer, je sélectionne ma cellule et je dis, je la définis comme une référence. Alors, je l'ai fait déjà pour quelques-unes de ces cellules ici. Voilà, donc ça se présente comme ça dans mon dictionnaire d'objets. Donc, par exemple, ici, donc les commandes en retard, hein, le pourcentage de commandes en retard, donc qui est ici. Et donc, alors je crois que c'est pour, il me semble que j'ai sélectionné pour l'Amérique, je ne sais plus lequel. Ouais, voilà, oui, c'était pour l'Amérique du Sud, donc c'est celle-là, effectivement. Et puis, donc en 2008, voilà. Et donc celui alors ça c'est celui de l'année courante et celui de l'année d'avant, donc ici 2005. Voilà. Donc j'ai ici référencé ces deux cellules. Hein, que j'ai appelé last year late orders et puis late orders. Et à quoi ça sert? Bah, par exemple, j'ai ici une tuile où je veux justement montrer uniquement les valeurs en cours pour l'Amérique du Sud, donc la valeur courante hein, des commandes en retard et son évolution par rapport à l'année précédente. Et donc, pour ça, je n'ai pas besoin donc de refaire une formule compliquée pour récupérer mon KPI avec uniquement le continent que j'ai choisi, l'année que j'ai choisi, et puis etc. Enfin bref, recréer tout le contexte pour récupérer uniquement cette valeur. Ce que je fais, c'est que je crée une table dans laquelle j'ai toutes mes valeurs, je référence les celles qui m'intéressent pour les afficher sous forme de KPI. Ensuite, j'utilise donc ces cellules référencées dans ma tuile ici. Donc voilà, donc la première cellule référencée, l'autre cellule référencée. Donc ces cellules référencées, ben, ça s'utilise comme des variables partout. Je peux construire une formule avec. Hein, à chaque fois, je récupère bien donc la valeur qui est affichée ici dans la table. Si je rafraîchis mes données et que bah, les calculs changent et que le contenu de la cellule change, bah, automatiquement ma cellule référencée, sa valeur va changer elle aussi et donc tout va être mis à jour. Donc voilà pour les cellules de référence qui sont bien pratiques.
D'autres petites améliorations que nous avons apportées au fil de l'eau durant la 4.2 en matière d'analyse, c'était en 4.2 SP5. On a réimplémenté des fonctionnalités sur les breaks qui existaient à l'époque de Desky. Notamment la possibilité alors de choisir sur quelle valeur on effectue un break. Typiquement dans un tableau comme celui-ci, si je veux faire des breaks sur les pays où je n'ai qu'une seule ville, je n'ai pas besoin d'un break. Donc ce que je fais ici, c'est que quand j'édite mon break, voilà, donc sur country, je clique dans mon interface, donc je clique value based break, donc break basé sur une valeur, et je sélectionne les valeurs sur lesquelles je veux afficher ce break. Donc c'est une fonctionnalité qui existait à l'époque de Desky, qu'on a réimplémenté donc dans Weeby en 4.2 SP5. Une autre fonctionnalité sur les breaks qui existait dans Desky, c'est la possibilité d'avoir des breaks au même niveau sur plusieurs objets. Alors, je vous montre comment ça. Alors, ça permet de réaliser ce genre de tableau qui sinon n'était pas possible dans Weeby, à savoir que on voit bien ici que par rapport à celui-là, hein, je fais vraiment un break donc au même niveau continent et pays ici, alors que là, il y a une hiérarchie de fait entre continent qui est le premier niveau de break et pays qui est le deuxième niveau de break. Ici, tout est au même niveau. Donc, ça me permet de répéter, voilà, pour Europe et France, je fais un break pour Europe, enfin à chaque fois pour le continent et le pays. Donc Europe, France, Europe, Allemagne, etc. Alors comment ça fonctionne? Alors toujours à travers la boîte de dialogue qui permet de gérer les breaks. Et bien en fait, je prends deux objets ici. C'est-à-dire que lorsque je fais l'édition de mon break, donc ça c'est un petit bouton qui a été ajouté en 4.2 SP5, je choisis parmi toutes les dimensions qui apparaissent dans mon bloc, hein, dans ma table, celles sur lesquelles je veux faire ce break. Voilà. Alors, une chose à savoir, c'est que lorsqu'on fait un break donc au même niveau, hein, sur plusieurs dimensions, on ne peut pas par contre choisir un break selon les valeurs. Il y avait déjà cette restriction dans Desky, on ne l'a pas fait évoluer dans Weeby. Je continue sur les nouvelles capacités d'analyse. Alors, sur un autre document, un document avec une hiérarchie et la possibilité désormais de changer l'ordre de cette hiérarchie. C'est-à-dire par défaut, dans Weeby, jusqu'avant 4.2 SP5, toutes les hiérarchies étaient affichées avec les parents d'abord. Hein, donc, typiquement ici, le monde, l'Europe, et puis ensuite les valeurs pour l'Europe. À partir de 4.2 SP5, on a la possibilité donc d'inverser. Ah mince, petit problème. Ah zut, j'aurais pas dû basculer. Ouais, un petit time-out peut-être. Ouais, peut-être un petit time-out. Je vais essayer de revenir vite fait dessus en espérant que ça va marcher. Je reviens. Voilà, c'était celui-ci. Ok, voilà, c'est bon. Donc, ça fonctionne de la manière suivante. Ça se passe par la boîte de dialogue de tri. Voilà. Et ici, on a ajouté cette option hein, de trier soit les parents, donc la valeur d'abord les parents, comme c'est la valeur par défaut, ou bien les enfants d'abord. Alors, il faut bien comprendre que ça ne modifie pas
le tri en lui-même hein, des valeurs. On a toujours les valeurs qui sont triées ici dans l'ordre croissant hein, de 8 à 42 et là c'est toujours le cas. C'est juste l'ordre des parents et des enfants qui est inversé. Et c'est très utile pour tous les tableaux financiers où on va afficher des totaux donc au niveau des nœuds après le détail. Donc c'est une fonctionnalité qui nous était réclamée par tous les clients qui utilisent Webi pour leurs finances, hein, pour leur bilan, leurs résultats, etc. Alors du coup j'ai perdu le fil dans mes documents. Je vais récupérer celui que j'avais ensuite. Donc la dernière fonctionnalité. Donc une fonctionnalité donc pas vraiment d'analyse mais qui est bien pratique, alors que vous avez peut-être déjà vu, vous reconnaîtrez ici le document que l'on avait utilisé lorsqu'on a fait ce webinaire sur comment utiliser Webi pour créer un dashboard, un tableau de bord. Ici on avait utilisé cette fonctionnalité hein, qui a été introduite en 4.2 SP6, qui est d'avoir des documents, enfin des liens entre les rapports d'un document. Alors ça fonctionne de la façon suivante. Hein, en ligne, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire ici, j'ai un hyperlien qui m'emmène au rapport, un autre rapport dans mon document. Donc ça permet facilement de construire une table d'index en début de rapport hein, pour naviguer dans le document. Et alors la façon dont on le construit, donc très simple ici, dans la boîte le menu qui concerne tout ce qui est lien, hein, hyperlien, etc. On a alors normalement edit link, je devrais avoir voilà ici. On définit ici, voilà, donc on a un troisième onglet désormais hein, depuis 4.2 SP6 qui permet de définir le rapport vers lequel on veut naviguer en cliquant sur ce lien. On peut aussi ajouter un tooltip si on le souhaite. Bon, on ne l'avait pas fait ici. Voilà, donc pour cette fonctionnalité, des liens intra-documents. Autre fonctionnalité introduite donc en 4.2 SP2, donc des fonctionnalités de customisation. Et on retrouve notamment donc les custom elements. Alors qu'est-ce que c'est que les custom elements? Ce sont des visualisations donc qui viennent de tiers, hein, de partenaires ou même que vous pouvez construire vous-même. Nous on fournit, enfin Webi fournit une API publique pour construire plutôt pour consommer ces visualisations. Vous construisez ces visualisations avec le langage de votre choix et vous l'interfacez, vous la placez où vous le voulez sur un serveur externe. Ça peut être aussi le serveur Tomcat de la plateforme BI, enfin c'est comme vous le souhaitez. Et vous interfacez ces visualisations avec l'API publique que l'on fournit. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a introduite dès le début de la 4.2, en 4.2 SP2, et qu'on a enrichi au fur et à mesure des services PAC, avec notamment en service PAC 3 la possibilité donc de formater, d'avoir des options de formatage spécifiques à ces visualisations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces visualisations? Alors, le fait qu'elles soient intégrées dans un document Webi comme n'importe quel autre diagramme de Webi permet de faire beaucoup de choses. Hein. On a ici un menu contextuel qui nous permet de filtrer le contenu, de le trier, de faire du ranking aussi dessus, l'aligner, etc. Alors, comme je le disais, on peut aussi formater donc cette visualisation donc avec un certain nombre
d'options ici de format que l'on retrouve sur l'ensemble des blocs proposés donc dans Weeby, hein, les blocs de Weeby traditionnels, notamment des choses à propos de la bordure, la palette de couleurs, la police de caractère, si ce setting est utilisé par la visualisation externe, ce qui n'est pas forcément le cas, il n'y a rien d'obligatoire. Et si en plus la visualisation propose ses propres options de formatage, alors celles-ci apparaîtront dans cette boîte de dialogue. Là, ici, par exemple, là, il s'agit tout simplement d'une visualisation qui vient de Google, hein, donc qui est disponible publiquement dans les API de Google. Et nous, on a juste construit le petit bout de programme en JavaScript, donc sur un autre serveur qui permet d'afficher cette visualisation. Alors, pour les données, eh ben, on réutilise la boîte d'assignation des données standard de Weeby, hein, donc où là je prends les objets à ma disposition dans mon document et je les assigne à cette visualisation. Donc de la même façon, si je rafraîchis mon document, la visualisation va être rafraîchie. Si j'ai des prompts lors du rafraîchissement des données qui filtrent mes données, ben, celles-ci vont être filtrées dans ma visualisation, etc. J'ai même la possibilité de transformer cette visualisation en une table, puisque elle reprend le modèle de données de notre moteur graphique. Alors, comment est-ce qu'on met en place des custom elements? Alors, tout se passe par la CMC, ou dans les applications, l'application de Weeby. Donc ici, on a un nouvel onglet qui s'appelle Custom Element, voilà, où on peut ajouter des services. Alors, comment se configure un service? On lui donne un petit nom déjà, hein, et puis c'est tout simplement une URL avec éventuellement un numéro de port. Alors, on peut choisir aussi le type de média retourné par le service, si celui-ci en propose plusieurs types. Là, c'est tout simple. Par défaut, c'est du HTML qui est retourné. Enfin, en tout cas, c'est aussi le cas du petit programme que nous, on a créé pour tester la fonctionnalité. On a ici un bouton qui permet de tester que le service répond correctement aux appels qui peuvent lui être envoyés. On a aussi la possibilité, alors ça a été introduit un peu plus tard en 4.2 SP4, d'utiliser un point d'extension comme custom element, hein, si on a un point d'extension qui affiche des visualisations. Donc on a vraiment créé un lien entre les points d'extension et les custom elements, donc ce qui permet vraiment de customiser très puissamment le contenu de Weeby, puisque avec le point d'extension, on peut avoir par exemple un menu complètement spécifique dans un des panneaux latéraux de Weeby qui va piloter donc des visualisations qui elles seront aussi custom à l'intérieur de Weeby. Donc une application Weeby qui devient complètement nouvelle. Donc voilà pour les custom elements. L'autre chose, customisation qu'on a apporté dans Weeby, donc là c'est très tard, ici c'était en 4.2 SP7 dans le tout dernier service pack, c'est la possibilité de configurer le menu contextuel ici sur le clic droit, de configurer ce contenu. Et ça, alors, ça se fait via le menu de customisation habituel qu'on retrouve je repasse ici sur les groupes d'utilisateurs. Quand on a un groupe d'utilisateurs, donc administrateur par exemple, on a ici un petit menu de customisation, hein, et on a ici, voilà, ce qu'on appelle le Report Area Contextual Menu, où là j'ai toutes les commandes qui apparaissent dans ce menu contextuel et je peux, donc elles sont toutes supportées par défaut, bien sûr, mais je peux décider de celles que je souhaite enlever. Par exemple, si je ne veux pas que mes utilisateurs fassent des commentaires sur les éléments dans mon rapport, bah, je peux enlever les commentaires ici. Etc. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, hein. Je peux décider par exemple que on ne peut pas reconfigurer le header de mon rapport, donc j'enlève le format header, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. C'était donc en K2 SP7.
On a ajouté aussi de la sécurité en 4.2, notamment la création d'une liste blanche des tags HTML autorisés dans un document Webi. Il y avait déjà aussi, enfin vous l'avez vu certainement, la possibilité, donc alors tout se passe dans la CMC. On a déjà alors des choses concernant le JavaScript. Non, c'est dans les properties, je me suis trompé. Voilà, on avait déjà introduit ce genre de choses ici. Si vous désactivez le JavaScript et les hyperliens dans un document Webi, bah, typiquement des choses comme les custom elements, etc., qui sont basés sur des URL, etc., ne vont plus fonctionner. Et si vous avez aussi des éléments HTML dans vos documents, ils peuvent être désactivés. Donc là, il y a une première passe de sécurité qui était faite ici. Là, ce qu'on a ajouté aussi ici, c'est une liste blanche, donc des éléments HTML qui sont autorisés dans un document Webi. Donc voilà la liste qui est proposée par défaut. Si je veux la modifier, par exemple, si j'ajoute avec le tag IMG, si j'ajoute des images dans mon document, je peux modifier les attributs que j'autorise pour cet élément. Là, en l'occurrence, bon, bah, j'ai bien évidemment SRC qui est autorisé, sinon on voit pas l'image, mais je peux changer, je peux en ajouter, en enlever, etc. Je peux ajouter d'autres tags si je le souhaite, en enlever d'autres, etc. Donc voilà pour ce qui est de cette liste. Donc des éléments HTML autorisés dans un document Webi. Donc ça s'applique essentiellement aux custom element et puis aux points d'extension. Alors à l'avenir, je pense qu'on l'étendra aussi à tout ce qui est HTML dans un document Webi, mais pour le moment ça n'a pas été fait. Autre élément de sécurité qui a été ajouté dans Webi, c'est un mécanisme qui permet d'empêcher l'injection de code dans des CSV, dans des fichiers CSV. Donc lorsqu'on exporte un document Webi sous forme de CSV, il est tout à fait possible, avec des caractères spéciaux bien connus donc de Excel, comme l'arrobasque, le plus, le moins ou le signe égal, et bien finalement d'injecter du code qui sera automatiquement exécuté lorsque le CSV sera ouvert par Excel. Donc il s'agit d'une faille de sécurité qui est connue, et que l'on a corrigé donc en 4.2 SP5, tout simplement en introduisant un caractère espace juste avant le caractère ici qui peut être dangereux. Donc typiquement ici, j'ai une table dans laquelle j'ai mis une commande qui s'exécute, qui je sais s'exécute dans Excel et qui permet de récupérer la date et puis l'heure, que j'ai exporté ce document ici. Donc vous voyez le résultat donc dans mon fichier CSV, et donc on voit que non, ici n'est pas exécuté parce que j'ai un espace qui a été introduit juste avant le signe égal. Si j'enlève cet espace, le code est lui immédiatement exécuté. Donc voilà, alors cette fonctionnalité, ce garde-fou en quelque sorte sur l'injection de code dans les fichiers CSV, ça peut être désactivé si vous le souhaitez. Alors c'est expliqué dans la documentation de Webi comment le faire, c'est un peu compliqué, il faut aller dans le registre pour désactiver une clé de registre. Donc ça, c'était les petites fonctions de sécurité que nous avons ajoutées dans Webi. La dernière fonctionnalité que je voulais vous présenter avant de passer la main à Grégory, ce sont les variantes de prompt. Alors que je devrais retrouver, voilà, qui est ici, c'est ce document qui est là, voilà. Un document donc créé sur une source BW.
donc avec un certain nombre de prompts dans les sources BW, comme on peut avoir énormément de prompts traditionnellement. Et donc, ce qu'on propose ici, c'est de créer une sorte de profil de ces prompts, de mémoriser les profils des réponses à ces prompts, de manière à, lorsque je rafraîchis mon document, donc ce que je vais vous montrer tout de suite, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Ah, je crois que j'ai encore... je parle trop. À chaque fois, je pars en timer, donc je vais recommencer. Ouais, ton timer, tout à l'heure, ça faisait déjà 5 minutes. Ah ouais. C'est pas le 20 minutes par défaut. Hein. Je me reconnecte. Bah, je les avais tous ouverts avant de commencer, donc voilà. Donc je recommence, je rouvre mon document. Voilà, donc si je passe, je rafraîchis ma source. Voilà, donc j'ai ici la liste des prompts qui me sont proposés. Là, j'avais affiché les valeurs pour le Portugal ou l'Argentine, je ne sais plus. Bref, j'ai défini ici ce qu'on appelle des variantes. Donc, par exemple, j'en ai une donc pour l'Argentine qui correspond à ces valeurs-là. J'en avais une autre pour le Portugal, où là, ce sont les mêmes valeurs pour l'année, mais j'aurais pu choisir une autre valeur. Les mêmes valeurs aussi pour les produits, mais par contre, j'ai changé juste le pays. Je suis passé à Portugal. Donc, du coup, je choisis ici la variante donc qui va modifier mes prompts. Je peux en créer une autre, je peux la modifier et puis la sauver à nouveau. Et donc voilà, donc là, alors je parie que c'est le même. Non, voilà, donc là du coup j'ai basculé sur la variante du Portugal. Donc cette fois, je veux voir les valeurs pour le Canada, par exemple. Donc voilà. Donc ça permet très rapidement de changer. Alors je pourrais par exemple pour le Canada choisir. Alors est-ce que j'ai d'autres années ouais. Bon, il n'y a pas de données, c'est un mauvais choix, donc on va rester sur 2004. Peut-être choisir ici d'autres valeurs juste pour vous montrer, par exemple la compétition. Hop, voilà, tac. Et donc on va dire pour Canada, voilà, ça va être, voilà. Donc là, je modifie ma variante. Maintenant, pour Canada, j'afficherai bien évidemment le pays Canada, toujours la même année, 2004. Par contre, je choisis deux lignes de produits. Alors, non, je n'avais pas dit ça. Tac. Voilà. Et voilà, deux lignes de produits, mountain et compétition. Ça va me donner encore plus de valeur. Voilà. Donc, si je reviens sur ma variante Portugal, là, j'ai plus que pays Portugal et une seule ligne de produit, Mountains, que j'avais sauvegardé pour cette variante. Donc voilà le principe. Donc dans une variante, en fait, on conserve, on stocke toutes les réponses aux prompts qui ont été implémentés dans la requête. Et donc on peut comme ça changer de profil très rapidement sans avoir à changer toutes les valeurs de prompt un peu partout. Et il peut y en avoir énormément, donc notamment sur des sources BW. Donc voilà pour moi, j'ai fait un peu le tour donc d'une partie de ces fonctionnalités qui ont été introduites en 4.2. Je vais passer la main maintenant à Grégory pour qu'il prenne la suite. Il y a d'autres fonctionnalités, beaucoup d'autres qui ont été implémentées en 4.2. Il va vous les montrer à son tour. Mais merci beaucoup, Pascal. Je donne la main à Grégory maintenant. Je voudrais juste rappeler à tout le monde de ne pas hésiter à demander, à poser vos questions. On va y répondre tout à l'heure.
Juste pendant que Grégory se prépare, Pascal, moi j'en ai une question par rapport aux variantes. C'est ce que tu viens de montrer, c'est que pour BW ou ça s'applique aussi pour les prompts des univers? C'est pour BW. D'accord, ok. J'avais jamais vu, donc ça s'explique, voilà. Grégory, merci Pascal. Patrick, est-ce que tu vois mon écran? Absolument. C'est bon? Ok, on commence. On continue plutôt. Donc, dans la même veine que Pascal, je vais vous présenter combien de fonctionnalités? 1, 2, 3, 4, 5. La dernière n'étant pas vraiment une fonctionnalité, mais juste un rappel de ce que vous pouvez faire maintenant dans le DHTML. Donc, la première d'entre elles, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vous encourage tous à regarder cette fonctionnalité et à l'utiliser car elle est très pratique. Elle s'intitule les commentaires. Alors, c'est quelque chose qu'on a délivré en 4.2 SP2. C'est disponible pour n'importe quel type de document Webi, n'importe quelle source de données. C'est très pratique parce que ça vous permet de commenter non pas votre document à l'extérieur, mais de commenter votre document à l'intérieur, dans le sens où ça marche comme un petit post-it que vous positionnez dans le layout, je veux dire dans le canvas de votre document, et vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire, un ou plusieurs commentaires, de partager ces commentaires, et tout le monde peut prendre connaissance de ces commentaires. Alors, je vais vous donner beaucoup de détails. Donc d'abord, donc encore une fois, ça arrive en 4.2 SP2. Ces commentaires sont stockés, non pas dans le document, mais dans une base de données que vous pouvez choisir. Par défaut, ce sera la base d'audit, mais vous avez la possibilité de choisir toute autre base de données que nous supportons. Donc, on ajoute des commentaires dans le document. La version la plus simple, c'est de faire ce que j'appelle un post-it. Hein. C'est un post-it que j'ai positionné tel que ici. Regardez, on va effacer le premier post-it et je vous montre comment ça fonctionne. On va juste chercher une cellule, une prédéfinie cellule, une cellule de type commentaire. Voilà, on la positionne ici dans le canvas. On lui donne une taille assez conséquente pour la rendre bien visible. On sauvegarde. Une fois qu'on a sauvegardé, donc on a associé la cellule commentaire au CUID du document, donc je sauvegarde. Et ce qui est bien, c'est de ne pas laisser la cellule vide, mais d'associer un premier commentaire pour l'activer, pour faire prendre connaissance au viewer, au lecteur de ce document, que cette cellule est un peu particulière. Donc généralement, on va appeler ça first, voilà, comment. Je valide et ce premier commentaire va apparaître au nom de cette cellule. Alors, me direz-vous, qu'est-ce qui se passe si je fais un reply? Je reply, ok, merci, parce que je peux faire un reply sur un commentaire. Je peux me répondre à mon propre commentaire ou une fois que le document est partagé, toute personne ayant des droits de vue sur ce document et avec les bonnes autorisations peut faire un reply dans n'importe quel commentaire. Donc, typiquement, c'est ce que je fais à moi-même ici en tant qu'administrateur. Ok, merci. Tenez, il n'apparaît pas parce qu'il y a un paramètre important à connaître qui est dans le document. Je peux voir ici, premier commentaire ou dernier commentaire. Hein, c'est ce qui vous permet de choisir qu'est-ce que vous voulez afficher dans la cellule de type commentaire. Si je choisis last comment, eh ben, ce sera la dernière information entrée dans le thread, dans le panneau de commentaires qui se trouve ici à gauche, qui apparaîtra. Voilà, alors c'est une première manière de faire des commentaires, donc la cellule libre. La fonctionnalité est très agile, vous pouvez faire des commentaires comme dans Excel, c'est-à-dire commenter une cellule. Typiquement ici, super résultat. Voilà, je valide. Et je vais attacher mon commentaire typiquement à un contexte. Alors ça devient un peu compliqué, c'est quoi un contexte? Dans le cadre de cette table, le contexte, c'est l'ensemble des lignes et colonnes qui composent ma table. Ce qui vient que si par exemple je faisais un filtre sur 2014 ou l'information 2014 venait à changer et Houston venait à disparaître, eh bien, le commentaire disparaîtrait également. Donc comme vous voyez, on pouvait avoir un comportement comme dans Excel, commenter directement une cellule dans un tableau. Autre manière de commenter, on peut commenter un bloc. On ne peut pas commenter encore, par exemple, dans un bar chart ou le camembert de cette géomap, mais je peux tout au moins commenter le graphique, même chose, great results, blabla, et je valide. Et voilà, et j'ai un commentaire qui est attaché tout en haut à ce bloc, et je peux le partager de cette manière. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai parlé un peu des contextes, c'est très important parce que dans le cadre de section, ce qui est très commun dans un rapport Webi, je vais pouvoir avoir une cellule commentaire, par exemple, une ou plusieurs cellules de commentaires par section.
Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple ici, j'ai commenté la section 2014 Q1, hein, c'est une section 2014 Q1. Et bien ce commentaire, parce qu'encore une fois, les commentaires respectent les contextes, il est disponible que dans 2014 Q1. Hein. Si je descends dans 2014 par exemple Q2, eh bien sûr le commentaire est indisponible et disparaît. Voilà. Alors tout ce que je viens de faire, en design, mais bien sûr ça fonctionne au view time, hein, il n'y a pas de problème. Très bien, je peux commenter, continuer à ajouter des commentaires en mode lecture. Alors, pour enabler tout cela, il y a des choses à faire. Vous avez compris, c'est d'abord, si vous voulez un post-it, des commentaires de type post-it, placer les cellules de type commentaire dans le canvas. Si vous voulez juste commenter les cellules d'une table, il n'y a pratiquement rien à faire. Hein, c'est donné, j'ai envie de vous dire. Cependant, il y a peut-être des choses à regarder du côté de la CMC pour autoriser ces commentaires. Et oui, parce que c'est bien beau de commencer les commentaires, mais il y a certains commentaires que ne voudriez pas certains utilisateurs de voir, de lire, voire même de modifier ou d'effacer. J'ai oublié de le préciser, hein, quand j'ai tous les droits, je peux effacer mes commentaires. Hein, voilà. Je peux effacer les commentaires des autres si j'ai les droits. Je peux modifier mon commentaire, comme ceci, ok, super, merci, ou modifier les commentaires des autres également. Et de manière ultime, je peux voir les commentaires ou pas, tous les commentaires ou pas. Donc tout cela se contrôle. Hein. On vous fournit avec des tas d'autorisations qui vous permettent de fournir la fonctionnalité de commentaires que vous voulez pour vos utilisateurs avec la bonne sécurité. Alors, je vais vous montrer, je vais me déloguer. Attends, je vais faire une petite sauvegarde, je vais faire un log off et je vais me loguer avec un utilisateur pour lequel j'ai retiré l'ensemble des commentaires, des autorisations de commentaires, et vous allez voir un peu ce que cela peut donner en ouvrant exactement le même document. Voilà, je réouvre exactement le même document, et là, et ben voilà, j'ai aucun droit de vue sur les commentaires, quels qu'ils soient, et je ne peux même pas accéder à la fonctionnalité de commentaires. Donc en gros, ce que je vois, c'est juste des cellules de type commentaire vide, et les commentaires entrés dans la table ne m'apparaissent pas. Alors pour achever cela, c'est très simple. Il faut aller dans la CMC, pardon. Voilà. Dans la CMC, nous allons aller chercher un folder ou un document particulier. Encore une fois, ça s'applique à un document particulier ou à un folder. Et si je vais dans le document en question, voilà, si je fais User Security, et je choisis comme 1 qui est utilisateur sur lequel j'ai enlevé tous les droits, et ben voilà, si je vais dans la partie avancée, voici l'ensemble des autorisations que vous pouvez donner ou retirer à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs sur un document donné ou sur un groupe de documents. Donc je peux voir les commentaires créés par les autres, voir les commentaires, cacher les commentaires, voir les commentaires du document, entrer un commentaire sur le document, modifier les commentaires du document, modifier les commentaires des autres, effacer un commentaire entré par quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça vous donne tout un ensemble d'autorisations que vous pouvez utiliser pour que, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où un autre utilisateur qui n'a pas le droit de voir les commentaires, parce que c'est considéré comme confidentiel, eh bien, il ne le verra pas. Voilà. Et je vais terminer sur les commentaires. Les commentaires de type post-it, hein, quand ils sont visibles, fait un export PDF ou un export Excel, ils apparaissent. Ça fait partie du canvas, donc ils sont visibles. Un commentaire entré au niveau d'une cellule n'apparaîtra pas, ça me semble logique. Si vous voulez les récupérer tout de même, il y a plusieurs manières de faire cela. Soit vous créez un onglet particulier dans votre document qui est tous les commentaires, et dans ce cas-là, vous utilisez une formule ad hoc, une formule Webby qui est disponible, qui va récupérer tous les commentaires et les afficher dans une table, ou comme encore une fois, je vais vous montrer, comme les commentaires sont entrés dans une base de données que vous choisissez. Je vais faire close, je vais vous montrer où ça se définit. Donc si je vais dans la partie application et je vais chercher, voilà, BI Commentary Application, voilà ici,
Il faut cliquer dessus. Par défaut, c'est la base d'audit où vous pouvez en choisir une autre. Voilà, comme c'est un schéma dans la base d'audit, dans n'importe quelle base de données, vous pouvez créer un univers sur cette table qui reçoit les commentaires et faire du reporting sur ces commentaires pour les afficher dans votre document Webi dans un but d'export PDF pour les rendre visibles. Voilà, donc ça, c'était la première démo sur les commentaires. Hop. Alors, on continue. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les améliorations sur le refresh. On a fourni beaucoup en 4.2. On a commencé avec la 4.2 SP2. Alors, il faut que je me relogue en tant qu'administrateur. Et je vais aller chercher mon document qui s'appelle Refresh Improvement. Donc, on en a fait de 3 ordres des améliorations de refresh. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le refresh en parallèle à partir de la 4.2 SP2. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est 6 requêtes, une requête par onglet. Il y en a 6. Et pour exécuter l'ensemble de ces 6 requêtes, eh bien, ça m'a pris 36 secondes. Je n'ai pas lancé le refresh maintenant, sinon on va perdre du temps. Et je vois que le temps s'écoule très très rapidement. Donc ça a pris 36 secondes actuellement pour rafraîchir ces 6 requêtes. Là, ce que je voulais vous dire, c'est que le refresh, par le refresh, il est désactivé dans mon système. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais l'activer. Ça s'active à 2 endroits. Alors, tout se passe le premier endroit, c'est dans la CMC. Donc je vais dans la partie serveur, ici, que je vais voir mes serveurs, plus particulièrement les serveurs WebIntelligence et par exemple Webi Processing Server. J'ai un premier paramètre qui est entré ici, qui me dit combien de refresh en parallèle je supporte, moi, Webi Processing Server. Par défaut, on l'a mis à 64. Voilà, c'est ici, maximum parallel queries par document. 64. Donc vous pouvez exécuter 64 requêtes en parallèle maximum. C'est vraiment un maximum. Les best practices vont rapidement vous montrer que ça, il faut le fine-tuner. Hein. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième endroit où que vous devez regarder pour configurer cette option. Ça ne se passe pas au niveau du reporting server, mais ça se passe au niveau de la connexion utilisée par l'univers sur lequel vous avez créé le rapport. Alors pour cela, j'ai besoin d'aller dans un autre endroit qui est ici. On va lancer IDT et on va éditer la connexion que j'utilise, donc utilisée par l'univers sur lequel j'ai créé mon document. Donc je me relogue. Voilà. Donc, alors, l'univers que j'utilise sur lequel j'ai créé mon rapport, c'est eFashion. La connexion en question, il s'appelle eFashion Webi. Si je double-clique dessus, ça me donne les paramètres de la connexion eFashion Webi utilisée par mon document. Et il y a un paramètre qui est assez intéressant. On va entrer en mode Edit. Je fais Next. Et voilà, maximum parallel queries pour cette connexion. Encore une fois, quand vous la setez à 1, ça veut dire vous la disablez. Là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons la passer à 4. Et nous allons voir le gain de performance attendu sur ce document qui, encore une fois, prenait 36 secondes lorsque cette fonctionnalité est désactivée. Donc je l'active, je finish. Voilà, je fais un save. Donc la première étape est autorisée. Encore une fois, pour cette connexion, la valeur que vous pouvez entrer, c'est entre 1 et 64. C'est pas recommandé d'aller jusqu'à 64, sauf si vous avez une machine très performante. Et ce que je vais faire à présent, c'est toujours sur le même document. J'ai juste fait un log off et log on again et rouvrir le même document. Puis on va prendre le temps de le rafraîchir cette fois-ci. Et on va voir combien de temps je vais mettre cette fois-ci. Voilà. Donc je réouvre le même document. Et nous allons le rafraîchir. C'est parti. Donc là, je m'attends à un gain de performance. Donc j'ai 6 requêtes. J'ai dit 4 requêtes en parallèle. Donc il va d'abord exécuter un pool de 4 requêtes en parallèle et les 2 dernières en parallèle. Voyons combien de temps cela nous prendra. Je m'attends à un gain au moins de 50%. J'allais vous dire, ben voilà. Donc avec le refresh en parallèle, désactivé 36, le refresh en parallèle activé 17. Alors,
ça marche, ça fonctionne bien. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça fonctionne pour tout type de data provider, de type de requête. Donc, ça fonctionne pour les UNV, les UNX, SAP-HANA en direct access, les requêtes libres, ce qu'on appelle le freehand SQL, et les fichiers plats. Donc, fichiers plats, c'est les fichiers de type texte, CSV, Excel. Voilà. Donc, ça, c'était la première amélioration dans le refresh, au niveau du parallel refresh. On en a fourni une deuxième, 4.2 SP6, ce qu'on appelle. Alors là, il faut entrer en design time. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez, j'ai 6 requêtes. Mais est-ce que ça a toujours du sens de rafraîchir à chaque fois les 6 requêtes dans un document? Il y a peut-être des requêtes qui sont plutôt stables. Donc, par exemple, une liste de produits. Ma liste de produits ne change pas tous les jours. Ma liste de produits est, je veux dire, est pérenne au moins pour 3 mois, et je dois juste faire un check tous les 3 mois s'il y a des nouveaux produits qui ont été entrés dans ma gamme, et dans ce cas-là, je dois la rafraîchir. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez avoir un gain additionnel de performance dans le rafraîchissement de vos documents Webby si vous juste regardez la structure et la nature de vos requêtes et vous excluez du pool de rafraîchissement de votre document les requêtes qui n'ont pas de sens d'être rafraîchies à chaque fois. Vous ne voulez pas forcément, à chaque refresh au open, rafraîchir 6 requêtes. Peut-être qu'il y en a que 3 qui ont besoin d'être rafraîchies et les 3 autres sont juste stables. Il faut juste les rafraîchir une fois, que les données soient stockées dans le document Webby, et c'est tout. Donc ça, c'est intéressant. Et pour activer cela, donc c'est ce qu'on appelle le exclude refresh. Ça, c'est très simple. Il faut aller dans le éditer la requête, et il y a une nouvelle option qui est ici, qui s'appelle refreshable. Donc, comment ça fonctionne? D'abord, je rafraîchis une première fois ma requête, je récupère les données dans mon document Webby, je les stocke dans mon document Webby. Une fois que cela c'est fait, je check not refreshable anymore. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais rafraîchir mon document Webby, cette requête conservera son jeu de données préalablement rafraîchi et importé. Point, c'est tout. Je valide. Voilà, on va en exclure quelques-unes. Refresh 2, même chose. J'exclus, j'ai des données, voilà, j'exclus, et refresh 3, je vais faire la même chose, je les exclus. Hop, OK. Je vais faire un apply changes and close. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme j'ai exclu des requêtes, si je vais voir dans mon ici bouton refresh, il va me proposer uniquement les requêtes qui sont rafraîchissables et pas celles que tu exclus de mon pool de rafraîchissement. Et maintenant, je vais faire un autre refresh. Cliquer sur refresh. Donc tout à l'heure, j'ai mis 17 secondes. Et comme j'ai exclu 3 requêtes, j'étais encore en dessous de ces 17 secondes. Et voilà, donc on fait un refresh. Donc je n'ai plus 6 requêtes à exécuter, mais 3. Voyons un peu ce résultat à présent. Normalement, je devrais arriver à 8 secondes. Voilà, hop, c'était beaucoup plus rapide. Et si je retourne dans ma cellule, voilà, gain de temps, moitié, presque, 9 secondes cette fois-ci. Et bien sûr, donc mes requêtes, ça c'est les requêtes, mon tableau pour la requête 1, je les conserve bien sûr, je ne fais pas un purge. Ça c'est le tableau de ma requête numéro 2, ça c'est le tableau de la requête numéro 3, strictement identique. Il n'y a pas de purge quand j'exclus une requête à l'exécution du refresh. Alors une autre amélioration dans le refresh, ça nous est demandé par certains utilisateurs. Là, c'est plus de l'ordre de l'accessoire. Si vous voulez, par exemple, avoir des documents Webby qui ressemblent à des dashboards et vous voulez afficher un document Webby sur un très grand écran et que ce document Webby se rafraîchit de manière automatique, on vous a fourni cela. Et c'est disponible malheureusement uniquement dans la nouvelle interface de consommation des documents Webby. On appelle ça le Webby Interactive Viewer. Et c'est disponible à la main des utilisateurs finaux. On appelle ça l'automatic refresh. Alors c'est très simple, une fois que vous entrez un document Webby, que vous l'ouvrez, je vais dans les 3 petits points ici. Non, c'est pas là, excusez-moi, c'est ici. Et je clique Automatic Refresh Mode. Et là, ce document Webby, je peux le rafraîchir automatiquement entre toutes les 1 minute ou maximum 24 heures. Donc ça donne entre 1 minute et 1460, je crois, pour 24 heures minutes. Voilà, donc je set la fréquence de refresh, 1 minute par exemple. Si j'ai des prompts, donc des invites, dès que je clique sur je suis invité à remplir ces invites, une fois que je les valide, ces invites sont conservés pendant tout le process tant que le refresh, l'automatic refresh est activé. Et voilà. Et j'ai une petite information en haut qui me dit que le dernier refresh a eu lieu tel jour, telle heure, et ça reste actif. Et ma section reste ouverte le temps que cette fonctionnalité est activée. Si je veux la désactiver, j'ai juste à cliquer ici, Turn off Automatic Refresh.
Voilà, donc ça, c'est tout pour les améliorations autour du refresh time. Donc, je vais quitter maintenant l'Interactive Viewer. Je vais revenir ici dans mon document Weeby. L'autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est les fonctionnalités de fusion, ce qu'on appelle le data merge, que l'on a fourni de manière cumulative dans différentes versions de Weeby. Alors, je dois aller dans... Ah oui, c'est un problème de session parce que je me suis logué de l'autre côté, donc je vais me déloguer et me reloguer à nouveau. Voilà, je vais fermer celui-ci. Hop. Donc, le merge, les fusions, donc les possibilités de fusion dans Weeby. Voilà, l'une d'entre elles qu'on a fournie, c'est la possibilité de fusionner des dimensions hiérarchiques non équivalentes. Alors typiquement ici, j'ai une requête numéro 1 qui me donne des hiérarchies pour, par exemple, Europe, North America. Et j'ai une deuxième requête où la dimension hiérarchique concerne Asia-Pac et Middle East. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est dans quel but j'ai ces deux dimensions différentes, non équivalentes. En plus, elles ont des informations différentes. J'aimerais récupérer, les fusionner, avoir une seule dimension hiérarchique qui présente à la fois Europe, North America et Asia-Pac, Middle East. Tout cela est parfaitement possible. Dans Weeby, il suffit d'aller dans la liste des Available Objects, on va trier par requête. Donc, je choisis la dimension hiérarchique country 1 de query 1, la dimension hiérarchique country hierarchy de query 2, clic droit, merge, et j'ai une première merge. Voilà, cette dimension hiérarchique s'appelle country hierarchy 1, qui est composée des deux dimensions hiérarchiques provenant des deux requêtes différentes, query 1, query 2. Je vais la sélectionner et puis je vais prendre order amount de query 1, order quantity de query 2, et je vais mettre tout cela ici. Et normalement, voilà. Bon, j'ai une seule dimension hiérarchique. Bon, j'ai un problème d'équivalence avec les mesures parce que j'ai pas toutes les sommes d'informations des deux côtés, mais au moins j'ai une dimension hiérarchique. Ici, alors attendez, on va faire un truc sympa. On va juste faire size. On va donner un peu plus d'espace. On va faire 4. 4 ici, voilà. Et même chose ici. Et voilà. Donc j'ai une seule dimension hiérarchique qui les deux informations. Voilà, les deux hiérarchies, mais en une seule, en un seul objet. Voilà. Autre chose que nous avons fait, qui est lié toujours aux dimensions hiérarchiques, c'est que vous pouvez non seulement fusionner des choses qui sont hiérarchiques, mais des choses qui sont hiérarchiques et plats. Typiquement ici, j'ai une country 1, encore une fois, qui est hiérarchique, et j'ai une autre information ici qui est plat, qui présente juste une liste de pays. Tout cela devient fusionnable également. Donc, il faut juste de la même manière aller chercher la dimension country 1, la dimension à plat qui s'appelle country hierarchy flat, qui se trouve de la query 4, c'est celle-ci, et décider de les... pourquoi ne me laissez pas le faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, il ne veut pas me laisser le fusionner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette dimension hiérarchique? Peut-être... alors, j'ai bypassé, j'ai l'impression que je tombais sur un blanc pour cette démonstration. Ok, je vais réfléchir, on va revenir un peu après. On va passer à la prochaine démo, c'est ce qu'on appelle le View Time Security. Alors, pour cela, on revient toujours dans la liste de documents. Je vais prendre cette information, View Time Security. Alors, j'aurais dû vous montrer juste après le refresh time parce que ça permet également d'avoir des temps de refresh substantielle, parce que cette fonctionnalité, elle vous évite de faire un refresh on open si vous devez appliquer un filtre ou appliquer le profil à l'utilisateur, ou elle simplifie également le nombre de tâches planifiées que vous devez mettre en œuvre si vous faites du report bursting, parce que vous évite de faire des tâches avec report bursting compliquées. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'avoir un document, ce qu'on appelle un document master avec l'ensemble des données, et de diffuser tel quel avec l'ensemble de son jeu de données, et à l'ouverture du document, en fonction de l'utilisateur et du profil et des droits qui lui
qui lui auront été assignés sur les données, et ben ce document qui contient toutes les données va se filtrer automatiquement en fonction du profil de l'utilisateur. Donc on appelle ça le View Time Security, la sécurité appliquée à la lecture. Donc typiquement sur ce document, j'ai des sections, j'ai plusieurs dimensions mesure, j'ai des objets. On va dire que je suis administrateur, donc je vois toutes les informations à ma disposition. Et on va ouvrir ce document en tant qu'un autre utilisateur sur lequel on aura appliqué des restrictions. Alors, je vais vous montrer de quelles restrictions je parle. Alors, l'univers que j'utilise dans ce document, c'est eFashion. Et quand on ouvre eFashion dans IDT, il y a une partie qui s'appelle Security Editor, dans lequel, classiquement, vous pouvez définir ce qu'on appelle des Business Security Profiles, des BSP, Business Security Profile, BSP, pour les utilisateurs sur un univers. Donc si je choisis un utilisateur, typiquement l'utilisateur s'appelle VTS1, si je choisis l'univers eFashion UNX, et ben voilà, j'ai déjà deux BSP à ma disposition. Une s'appelle Object Line et l'autre s'appelle Object Security. Donc on va faire un petit tour dans ces BSP. Donc si je les édite, donc là c'est une BSP de type objet. Que me dit cette BSP? Eh ben, cet utilisateur, s'il a ce droit de sécurité, eh bien, il peut voir tous les objets de l'univers, sauf l'objet lines, ligne de produit, voilà, qui lui est interdit. Donc, déjà, lorsqu'il voudra créer un univers, un document sur cet univers, il ne verra pas lines, mais secondo, s'il ouvre un document préalablement créé par quelqu'un d'autre qui contient l'objet lines, eh ben, il faut que l'objet line et les informations de cet objet soient obturées ou retirées. Ok, il y a un deuxième type de BSP que vous pouvez faire, c'est celle-ci s'appelle State California Only. Alors qu'est-ce que c'est? Là, on n'est plus sur une intention de cacher les objets, mais de placer un filtre. Donc typiquement ici, si j'édite le filtre qui s'appelle California Only, eh ben, qu'est-ce que je dis? C'est j'ai pris un des objets de l'univers eFashion et j'ai simplement dit ben, pour l'objet de type state, si elle est appliquée à un utilisateur, ben, tu ne montres que les informations state égale Californie, tout simplement. Voilà. Et quand vous faites cela, eh bien, je m'attends à ce que le document soit rafraîchi automatiquement avec Californie égale state. Donc, je choisis l'utilisateur VTS2. Donc, pour les appliquer à un utilisateur, il suffit de les checker et de les valider. Voilà. Une fois que c'est fait, on sauvegarde et c'est tout. Et c'est tout. À présent, je vais revenir dans mon document Webi. Donc là, je suis en tant qu'administrateur, je vois tout. Je vais juste me déloguer et me loguer en tant que ViewTime Security User 2 et on va voir la différence. Et je me log. Ah, peut-être une petite erreur sur le password. Voilà. Ok. Je valide la boîte du dialogue qui m'ennuie un petit peu. Et j'ouvre le document ViewTime Security. Et là, ce n'est pas un ribbon qui a lieu, c'est juste les BSP qui s'appliquent. Et ben voilà, on y est. Donc, quand on fait les deux règles appliquées à cet utilisateur, et ben, il a restreint l'objet state à Californie. Je vois que Californie. Et lines, qui était l'entête de mon tableau croisé, et ben, est totalement obturé. J'ai un dièse syntaxe, il est caché. Cependant, les mesures me sont données, les résultats des mesures pour l'État Californie apparaissent quand même. Ça fonctionne pour les tables, mais également pour les graphiques. Le graphique c'était la marge par État et produit. Et ben voilà, même chose. Voilà, donc ViewTime Security. Je vais faire un log off pour continuer la démonstration. Alors, le refresh improvement, c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, que me reste-t-il à vous montrer? Ah bah c'est pas une démonstration, c'est juste un commentaire. Et ce sera la dernière chose que je vais vous présenter.
J'ai appelé ça le No More Java parce que c'est effectivement, c'est pour dire qu'à partir de la 4.2 SP3, si vous voulez arrêter d'utiliser le plugin Java, je veux dire ce qu'on appelle le Webby Java Applet, et donc devoir maintenir, mettre à jour le Java Runtime sur l'ensemble des PC de vos utilisateurs, ben vous pouvez. À partir de la 4.2 SP3, on est arrivé quasiment à parité fonctionnelle entre ce qu'on appelle le Webby DHTML et le Webby Java View, Webby Java Applet. En 4.2 SP3, on vous fournit par exemple le support d'Excel comme source de données locale. Dans les suivantes, on a introduit en plus le support des fichiers texte et des fichiers CSV. Le query panel sur les Bex Query, sur les Unix, sur les Bex, les SAP Bex Data Providers a été intégré. Les filtres complexes dans le query panel a été intégré également. Le conditional formatting, l'édition, la modification et la création a également été intégré. La possibilité de faire du format number, c'est-à-dire du formatting de nombres, a également été introduit. Donc vous pouvez en créer, en effacer, en éditer. Le change source a également été introduit et l'export as est à parité en termes d'options avec ce qu'on vous propose dans le Webby Java Applet. Quasiment tout est là, voire plus. Cependant, il reste quelques fonctionnalités qui ne sont pas encore à disposition, qui arriveront non pas en K2 mais en K3. Ce qu'on appelle le Data Manager, la possibilité d'exporter un document en web service, ce qu'on appelle le DWAS, Document as a Web Service, n'est pas là en 4.2, il arrive en 4.3. La possibilité de créer une requête sur un web service, ce n'est pas là en 4.2. La possibilité d'afficher la grille lors de la création d'un document Webby. La grille, c'est quelque chose qui arrive sur le canvas qui vous permet de faciliter le positionnement, mais également assigner une taille à vos différents blocs, les tables et les charts très facilement. Ça, c'est lié avec le Snap to Grid, ce n'est pas en 4.2, ça arrivera plus tard. Les interfaces de gauche à droite, c'est-à-dire les interfaces en miroir, ce n'est pas disponible en 4.2. Ce qu'on a fourni en 4.2, c'est le document, ce qu'on appelle right to left. Le document peut être right to left, mais pas l'interface, ça arrivera plus tard. Et le search sur l'ensemble du document et non pas sur le rapport sur lequel vous êtes en train de regarder, je veux dire sur l'ensemble des rapports et des différentes pages. Donc ça, ce n'est pas disponible, ça arrivera plus tard. Mis à part cela, si vous n'avez pas besoin des fonctionnalités manquantes avec Webby, tout le reste est là et vous pouvez dire à partir de la 4.2 SP3, mais il y en a plus en 4.2 SP4. À partir de la 4.2 SP4, vous passez définitivement de l'applet Webby en Java et utilisez pleinement le Webby DHTML. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je pense que je vais m'arrêter là. On a bien dépassé le temps. Ouais, mais c'était très intéressant. Je pense que seulement 3 ou 4 personnes qui ont dû partir. Donc, je pense que c'était amplement justifié. Merci beaucoup, Grégory. Je prends la vais question reprendre la main. qui est une question. Ouais, je peux répondre à la question parce qu'il y a eu une petite question qui est dans le chat. Est-ce que c'est disponible? Ah, je réponds très bien. Les fonctionnalités de démo sur Windows Server peuvent-elles être implémentées sur Linux? Ce qu'on a montré, oui, parce qu'on utilise essentiellement le DHTML, donc en fonction de la version dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en 4.2 SP7 version Linux, vous avez accès à tout. Le Runtime Security peut-elle être appliqué à un groupe d'utilisateurs? Je crois que c'est le cas. Quel avenir de Lumira? On a créé un papier public qui est disponible sur SCN, SAP Community Network, qui explique plus ou moins ce qui se passe avec Lumira Discovery et Lumira Designer. Si je ne me trompe pas dans ce papier, je crois que ce papier dit que l'avenir de Lumira Designer et Discovery s'arrête en 2.4 et si vous voulez pouvoir faire la même chose, il vous faut regarder du côté de SAP Analytics Cloud. Voilà. Un peu rapidement et brutalement, mais je vous invite à lire le papier, ce qu'on appelle le white paper, qui est disponible sur SAP Community Network. Oui, pour Lumira, voilà. Absolument. Lumira Discovery reste pas mal comme il est. Lumira Designer, quelques petites évolutions. Les deux sont supportés pendant encore quelques années. Et le futur de Lumira Designer, surtout, c'est SAC Analytics Cloud, absolument. J'ai lu le même papier. OK, merci à vous deux. Donc, beaucoup de contenu. Il y a encore peut-être juste une ou deux questions à voir. Rapidement, on voulait vous demander si certains d'entre vous seraient intéressés à participer à la 4.3 bêta.
qui commence la semaine prochaine. Donc, il y a un petit sondage à l'écran si vous voulez juste bien dire oui ou non. Et puis ensuite, on vous contactera, on vous enverra par email comment vous inscrire avec les conditions qui s'appliquent. Bon, ça, c'est entre vous et SAP, hein, ça n'a rien à voir avec nous, mais on vous fera parvenir l'information. J'attends encore 5 secondes parce qu'il est un peu tard. Donc, si vous voulez participer à la 4.3, dites-nous maintenant. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours contacter Grégory ou Pascal, j'imagine. Oui. Absolument. Oui. D'accord. Mais bon, on a déjà 60% du monde qui a répondu. C'est un peu 50-50. Donc, c'est super. Pascal, Grégory, comme d'hab, on vous donnera l'information. Sinon, on voulait juste vous dire, donc, ceux d'entre vous qui ne sont pas en 4.2 SP7 ou même pas en 4.2 du tout ou qui allaient considérer passer à la 4.3 la nouvelle année, donc en Q2, on a créé un document sur notre site web. N'hésitez pas à visiter notre site web ou à nous contacter si vous le voulez sur comment nous vous suggérons de faire des mises à jour plus fréquemment et plus rapidement grâce à nos outils ou pas. Mais bon, on a une belle méthode de 10 étapes que je vous recommande vivement de consulter sur notre site web. Et avant qu'on passe aux toutes dernières petites questions, dernier sondage de la journée, juste savoir, est-ce que on peut vous aider avec quelques étapes de migration, soit que vous voudriez peut-être de l'assistance sur comment faire de l'analyse de votre plateforme existante, peut-être que vous avez des problématiques de sauvegarde et de nettoyage, des tests de non-régression qui est évidemment très important dans les toutes mises à jour, et puis ou tout simplement discuter peut-être un peu plus longuement de ces 10 étapes, comme je vous disais. Bon, donc, pendant que le monde répond à ce chat, Grégory, Pascal, si je reviens juste aux questions, on a répondu à certaines déjà. Donc, Rimira, on a répondu. Quelqu'un a demandé, voilà, le View Time Security, ça, tu as répondu aussi. Le truc Windows. Voilà. Une migration de 4.1 SP4 vers 4.2 SP7 serait-elle possible selon une mise à niveau sur notre serveur en place 4.1 directement? Oui. Donc, Pascal, tu as déjà répondu, je pense, mais peut-être Oui. pour tout le monde, oui? Oui, j'ai répondu à tout le monde. Effectivement, le setup de 4.2 permet de mettre à jour n'importe quelle version, 4.0, 4.1, je crois, et en 4.2 au dernier service pack. Oui, absolument. Je l'ai déjà fait. Bon, moi, je préfère, dans certains cas, le faire d'un vieux serveur à un nouveau serveur pour certaines raisons, peut-être de nettoyage et mise à niveau de d'autres choses. Oui, bien sûr, oui, c'est toujours mieux effectivement de nettoyer un peu avant de migrer comme ça, mais bon. Mais techniquement, c'est faisable. Ouais. Et est-ce que tu veux commenter sur la 4.3? C'est-à-dire? De 4.1 à 4.3? Alors, oui, ce qui est important de savoir, c'est que 4.3, il n'y aura pas de migration non plus, hein, ça reste une version 4. Donc, tous les documents créés en 4.0, 4.1, 4.2 peuvent être lus en 4.3 sans étape de migration. Absolument. OK, super. Ben, je pense que c'était la dernière question. Monsieur Houry demandait si la vidéo de ce webinaire sera disponible. Absolument. Vous aurez le lien dans un email qui suivra sous peu. Et puis, je pense que c'était la fin des questions. Donc, ben, Pascal et Grégory, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier, je pense. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous. Oui, merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.